Bienvenue sur ce webinaire consacré à l'application de la loi du 2 août 2021 qui s'intitule « Pour renforcer la prévention en santé au travail » et dont la majeure partie des dispositions sont entrées en vigueur depuis le 31 mars 2022. Je suis Janie Lasserre-Rampon, référente juridique à la GEMETRA et je suis accompagnée ce jour de Fabrice Latavo, que certains d'entre vous connaissent, responsable du service relations adhérents. Donc, nous allons commencer tout de suite par, je vais vous présenter le sommaire un petit peu de ce webinaire que l'on a voulu sur un format court, mais assez opérationnel, pour vous présenter donc ces principales dispositions qui ont été en application depuis le 31 mars 2022. Donc, nous commencerons par un visionnage des 4 axes de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, par une petite vidéo qui a été mise à disposition par notre service de tutelle, notre organisme de tutelle qui est Présence. Et nous rentrerons dans le vif du sujet en vous présentant en fait quelles sont les nouvelles visites qui sont aujourd'hui opérationnelles auprès de nos services de santé au travail, mais également les nouvelles modalités de réalisation des visites, ainsi qu'un nouveau dispositif qui est le rendez-vous de liaison. Et nous rentrerons ensuite sur l'évaluation du risque professionnel avec notamment les précisions et les nouvelles modalités qui concernent le document unique. Voilà, alors je reviens un petit peu en arrière pour que Fabrice Latavo puisse vous représenter ou vous parler un petit peu des petits ajustements qu'il vous est possible de faire grâce à l'outil GoToWebinar qui vous permet d'accéder aujourd'hui à ce webinaire. Et je vous bascule la caméra devant Fabrice de nature à ce qu'il vous présente ces quelques diapositives. Bonjour à tous, donc Fabrice Latavo, responsable du service relations adhérents. Donc 2 petits points techniques concernant ce webinaire. Concernant votre son, alors j'espère que ça marche bien pour tout le monde. Vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez utiliser l'audio de l'ordinateur, comme vous le voyez sur le petit schéma du haut. Donc utilisez les enceintes de votre ordinateur. Si toutefois cela fonctionnait mal ou ne fonctionnait pas, vous avez possibilité d'appeler un numéro de téléphone et donc d'avoir l'audio par votre téléphone qui fonctionne parfois mieux que par les enceintes de l'ordinateur. Deuxième petit point, les questions durant la présentation. Donc, nous répondrons à toutes vos questions, enfin, du moins, nous tâcherons de répondre à toutes vos questions en fin de présentation. Donc, vous avez un petit outil, comme indiqué sur la diapositive, qui vous permet, dans l'onglet questions, de saisir vos questions. Certains l'ont déjà fait pour des problématiques techniques. Donc, je prendrai en note ces questions et nous tâcherons d'y répondre en fin de webinaire. Tout de suite, Janie Lasserre-Rampon va rentrer dans le vif du sujet et je suis en réponse pour vos questions si besoin. Alors, pour rappel, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans l'application de la loi donc, du 2 août 2021, laquelle loi est entrée donc, en vigueur récemment. Publiée au mois d'août dernier, cette loi en fait vise à effectivement renforcer la prévention. Et à ce titre, elle comporte 4 grands axes. Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail. Définir une offre de services que fourniront les services de prévention et de santé au travail, notamment en matière de prévention et d'accompagnement des entreprises adhérentes, mais également mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle et réorganiser la gouvernance de la prévention de la santé au travail. Donc ces 4 axes sont des axes majeurs de cette loi. Et effectivement, vous savez très bien, la loi n'est applicable que dès lors qu'effectivement les dispositions réglementaires viennent l'appliquer. Donc, ce sont des décrets qui sont parus très dernièrement, notamment le 16 mars dernier, et pour lesquels nous rentrerons dans une explication plus opérationnelle après le visionnage, comme je le disais, de la vidéo de Présence. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, je lance la vidéo et nous nous retrouvons tout de suite après pour entrer dans le vif du sujet.
Suite à un large accord des partenaires sociaux, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre progressivement en application à compter du 1er avril 2022. Tous les travailleurs du secteur privé sont concernés, les salariés, les employeurs et désormais les indépendants. Les services de santé au travail interentreprises sont au cœur de la réforme. Fort de l'expertise de leurs équipes pluridisciplinaires, où le médecin du travail continue à jouer un rôle clé, ils demeurent une ressource essentielle pour les entreprises et les salariés. Pour autant, ils sont appelés à évoluer et à renforcer leur efficacité, en mettant plus que jamais le principe de prévention au cœur de leur action. Ils deviennent symboliquement les services de prévention et de santé au travail interentreprises. Leur mission s'inscrit dans une approche globale de la santé des travailleurs, y compris en situation de handicap. Dans une vision décloisonnée de la santé au travail et de la santé publique, comme l'illustre la création prochaine d'un volet santé-travail dans le dossier médical partagé de chacun, les actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive ou des campagnes de vaccination portées par les services de prévention et de santé au travail. Pour renforcer la prévention, employeurs et salariés pourront compter sur des outils dédiés comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, désormais associé à un programme de prévention qui vise à impliquer davantage tous les acteurs de l'entreprise, ou le passeport prévention qui permet le suivi des formations en santé et sécurité au travail obtenues par les salariés. Toujours pour renforcer la prévention, la mise en place d'une offre socle de services fournit des garanties accrues pour tous les salariés et employeurs. 3 types de services composent cette offre. La prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l'état de santé, la prévention de la désinsertion professionnelle, avec des actions concrètes, comme le rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur pendant un arrêt de travail, ou la visite de mi-carrière pour anticiper d'éventuelles situations d'usure professionnelle. Des tarifs lisibles et encadrés et une certification de chaque service de prévention et de santé au travail par un organisme indépendant viennent sécuriser ces évolutions. Les services conservent leur forme associative et leur financement autonome demeure en parfaite cohérence avec le principe de responsabilité des employeurs en matière de santé-sécurité du travail. Cette responsabilité s'exerce dans le cadre d'un dialogue social, avec un conseil d'administration désormais composé de personnes désignées par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, toutes issues des entreprises adhérentes pour décider au plus près des réalités locales. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'organisent ainsi partout sur le territoire pour être toujours plus efficaces au bénéfice des entreprises et des travailleurs. Fort de son maillage, de ses 225 services, 17 600 collaborateurs et plus de 15 000 lieux de consultation, le réseau Présence est aujourd'hui en action pour réussir la mise en œuvre de cette réforme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site présence.fr. Présence, prévention, santé, services, entreprise. Suite à un Voilà, alors voilà pour cette présentation qui a vocation à rappeler un petit peu donc ces grands axes de la loi du 2 août 2021. Et à titre de première remarque, vous devrez tout de suite remarquer, la dénomination des anciens services de santé au travail interentreprises se nourrit aujourd'hui d'un nouveau mot qui est le mot prévention, que l'on retrouve beaucoup dans cette loi, puisque nous devenons dans notre dénomination des services de prévention et de santé au travail à partir depuis le 31 mars. Alors, ce qui change d'un point de vue opérationnel depuis cette date. Alors, si j'arrive à changer la diapo.
La visite de fin de carrière devient visite d'exposition. Donc, ça fait partie de ces nouvelles visites, en fait, que dont vos salariés pourront bénéficier auprès des services de prévention et de santé au travail. La visite de fin de carrière était une visite, en fait, qui avait été créée en 2018, pour rappel, mais dont nous n'avions pas de décret d'application, ce qui fait que nous n'avions pas véritablement eu la possibilité, depuis 2018, de proposer ces visites de fin de carrière. Un décret d'application était arrivé au mois d'août dernier et cette visite de fin de carrière aura finalement peu vécu dans sa mouture visite de fin de carrière, aujourd'hui devenue visite de fin d'exposition. Alors, c'est une visite médicale qui a pour objectif d'établir une traçabilité et un état des lieux des expositions dont a bénéficié votre salarié et bien sûr de mettre en place une surveillance post et travailleurs qui ont bénéficié. Les salariés concernés par cette visite post-exposition sont les travailleurs qui ont bénéficié ou bénéficient aujourd'hui d'un suivi individuel renforcé, mais pas seulement, également les salariés qui bénéficiaient en fait d'une surveillance médicale renforcée, c'est-à-dire avant 2017 ce que l'on appelait la surveillance médicale renforcée, qui est aujourd'hui effectivement les risques particuliers issus de la liste réglementaire du suivi individuel renforcé. Et notamment, pour rentrer tout à fait dans le détail, cela concerne les postes notamment d'exposition à l'amiante, au rayonnement ionisant, au plomb, au risque hyperbare, au risque biologique des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Tous ces salariés-là, effectivement, pourront bénéficier d'une carrière de fin d'exposition. Nous comprenons aisément, puisque ce sont des risques particulier au sens de la loi et à ce titre, effectivement, le salarié pourra bénéficier donc de cette surveillance post-exposition. La loi nous dit qu'elle s'appliquera effectivement cette visite aux travailleurs dont la cessation d'exposition aura été constatée à compter du 31 mars 2022. Alors, que sait-on de l'organisation de cette visite? Ce que l'on sait, c'est que cette visite, effectivement, devra être demander, ou en tous les cas, l'employeur aura l'obligation d'informer le SPSTI dans les meilleurs délais après la cessation de l'exposition ou avant le départ à la retraite et devra informer son salarié qu'il a avisé le service de prévention de santé au travail de cette information. Quel est l'intérêt de cette information? L'employeur sait que le salarié a été exposé à ces risques qui pourraient ouvrir au bénéfice de cette visite et l'employeur va donc informer le service de santé au travail qui, lui, va avoir une obligation, quelque part, de vérifier l'éligibilité du salarié à cette visite. Il va devoir mettre en place donc un questionnaire et le médecin, en tout cas le médecin du travail, va déterminer si le salarié va pouvoir bénéficier de cette visite. Si la loi nous dit que si l'employeur ne fait pas cette démarche, le travailleur a aussi la possibilité de le faire et de demander à bénéficier de cette visite, notamment le mois précédant la cessation de l'exposition ou son départ à la retraite ou son départ de l'entreprise. Et le texte nous dit jusqu'à 6 mois après la cessation de l'exposition. Donc, nous sommes véritablement dans un dispositif assez nouveau qui va permettre effectivement de tracer les expositions dont a bénéficié ou dont a effectivement bénéficié le salarié. Et le service de santé au travail va vérifier que le salarié rentre bien dans les conditions, notamment du suivi individuel renforcé ou du suivi médical renforcé avant le CIR, pour pouvoir bénéficier de cette visite. Une fois cette vérification effectuée par le service de prévention et de santé au travail, le service de prévention et de santé au travail va organiser la visite qui sera une visite médicale auprès du médecin du travail. À l'issue de cette visite, donc lorsque le salarié aura été reçu par le médecin du travail, le médecin du travail, au regard de ce qu'il aura constaté dans le dossier médical et dans tous les éléments qui pourront être apportés à sa connaissance par le salarié lui-même, mais également par l'employeur, voire même les précédents employeurs, remettra au salarié un document dressant un état des lieux
Et ce document-là sera également versé au dossier médical santé-travail. Au regard, effectivement, de ce qu'il aura aussi constaté, le cas échéant, il pourra mettre en place une surveillance post-exposition, post-professionnelle et transmettre avec l'accord du salarié les informations au médecin traitant. Il informera également le salarié des démarches à effectuer auprès des organismes de sécurité sociale, puisque c'est en accord effectivement avec le salarié, mais aussi en collaboration avec le médecin de soins, médecin traitant, et les organismes de sécurité sociale que sera mis en place cette surveillance post-exposition et post-professionnelle. À ce jour, il faut noter qu'il n'y a pas de document spécifique, document réglementaire, encore prévu à ce jour, à l'issue de cette visite. Peut-être nous pourrons effectivement avoir dans les mois qui suivent peut-être un document spécifique qui pourra être remis, notamment un document CERFA, qui permettra aux salariés ensuite de pouvoir effectivement avoir ce suivi post-professionnel et notamment avoir un document qui pourra servir au niveau assurantiel. À ce jour, je tiens à préciser qu'effectivement ce document n'est encore pas paru. Donc, ces dispositions, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs dont la cessation d'exposition a été constatée à cette date. C'est une nouvelle visite, c'est une visite très, très importante. C'est une nouvelle visite qui est très ancrée dans cette prévention, qui est très ancrée aussi dans le décloisonnement santé publique et santé au travail, avec ce suivi post-professionnel à partir du moment où le salarié quitte son entreprise et malgré tout, soit est parti à la retraite, soit a changé effectivement d'activité, il bénéficie de cette visite donc de fin d'exposition. Une nouvelle visite également qui entre tout à fait aussi dans ce dispositif de prévention voulu par le législateur dans le cadre de cette réforme, c'est la visite de mi-carrière. Alors cette visite de mi-carrière, toujours une visite médicale, là encore, effectivement, établir un état des lieux, notamment de l'adéquation du poste de travail à l'état de santé, à un moment où finalement le salarié va se trouver un peu à sa mi-carrière professionnelle. L'objectif, évaluer donc les risques de désinsertion professionnelle, le sensibiliser aux enjeux de vieillissement au travail et éventuellement lui proposer ou proposer aussi à son employeur par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur des mesures d'aménagement, de transformation ou d'adaptation de poste. On constate encore une fois que nous sommes dans la continuité de la loi de 2017 avec une très forte réappropriation de cette notion de prévention, mais dans laquelle on retrouve encore une fois des échanges, beaucoup de débats contradictoires, à savoir un salarié, un médecin du travail, un employeur qui échangent de nature notamment à maintenir le salarié dans son emploi et à lui proposer par écrit des mesures d'aménagement, de transformation ou d'adaptation de poste. Le texte nous dit qu'elle s'adresse à tous les travailleurs, pas uniquement aux travailleurs qui sont exposés à des risques particuliers, à une échéance définie par accord de branche. Donc, à défaut, cette visite de mi-carrière a été fixée par le législateur à l'année civile de sa 45e année, mais les accords de branche pourront définir en fait un moment différent pour la réalisation de cette visite de mi-carrière. Sur l'organisation de cette visite, nous avons un texte qui nous permet quelque part, ou qui permet aux services de prévention et de santé au travail, et notamment médecins du travail, de l'organiser de manière anticipée, 2 ans avant l'échéance qui pourra être définie soit par la branche, soit l'échéance de la 45e année. Et cette visite pourra être organisée conjointement avec une autre visite médicale. Et on pense notamment aux visites périodiques, aux rencontres en fait que le médecin du travail peut avoir avec le salarié. Je pense aux visites périodiques, mais ça pourrait très bien être une autre visite également, une visite de reprise, une visite occasionnelle. Le texte n'est pas très précis là-dessus. Il dit juste qu'effectivement, elle pourra être organisée conjointement avec une autre visite médicale. Réalisée par le médecin du travail, le texte l'ouvre un petit peu à l'infirmier santé-travail exerçant en pratique avancée. Alors, la pratique avancée, c'est un
C'est une pratique qui permet à l'infirmier d'aller un petit peu au-delà des missions qui sont les siennes aujourd'hui, sachant que de toute façon, l'aménagement de poste reste une prérogative médicale et que si le salarié a besoin au cours de sa visite de mi-carrière d'un aménagement de poste, l'orientation sera obligatoire vers le médecin du travail. Comme pour la visite de fin d'exposition, cette visite de mi-carrière, le législateur n'a pas prévu pour l'instant de documents à l'issue, en fait, à remettre à l'issue de cette visite. Pas de documents spécifiques, une mention au dossier médical santé-travail et notamment sur l'avis qui sera remis aux salariés de nature à ce que l'employeur sache malgré tout que cette visite de mi-carrière a été réalisée et que cette visite de mi-carrière, si elle a été réalisée avec des aménagements de poste, bien entendu, l'employeur sera informé puisque, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout ce qui concerne aménagement, transformation et préconisation du médecin du travail se font en concertation avec le médecin du travail, le salarié et bien sûr l'employeur. Voilà pour ces deux nouvelles visites qui sont vraiment deux nouveaux dispositifs en fait qui sont aujourd'hui organisés, qui peuvent être organisés au niveau dans nos services de prévention et de santé au travail. Mais nous avons également une petite modification apportée donc par la loi du 2 août 2021 et en place aujourd'hui, qui sont des nouvelles modalités de réalisation de visites déjà existantes. Les visites déjà existantes, ce sont les visites de pré-reprise et les visites de reprise. Et concernant la visite de pré-reprise, nous l'avons, je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'esprit du législateur, c'est d'apporter de plus en plus de prévention. Et cette visite de pré-reprise devient effectivement une visite extrêmement importante dans le cadre notamment du suivi du salarié qui est en arrêt de travail. Pour rappel, depuis 2017, la visite de pré-reprise était possible à partir du moment où le salarié était en arrêt de travail de plus de 3 mois. Aujourd'hui, le délai est considérablement réduit puisque la visite de pré-reprise va être possible à partir du moment où le salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours. Le texte nous dit qu'elle pourra être à l'initiative toujours du médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale, du travailleur lui-même. Et la loi, dans la loi du 2 août, on a la notion effectivement de possibilité de la visite, d'initiative de la visite de pré-reprise par le médecin du travail. Nous y reviendrons tout à l'heure puisque l'initiative d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail pourrait très bien se situer à partir du moment où le médecin du travail a été associé notamment à un rendez-vous de liaison. Nous y viendrons tout à l'heure lorsque nous parlerons du rendez-vous de liaison. L'obligation qui est faite à l'employeur dans le cadre de cette visite de pré-reprise, je vous le rappelle, le salarié est en arrêt de travail, c'est d'informer son salarié qu'il a la possibilité de solliciter l'organisation d'une visite de pré-reprise. Comme depuis 2017, nous n'avons pas de document spécifique. Quand je dis document spécifique, un document réglementaire qui a été fixé et publié donc par les pouvoirs publics, notamment au journal officiel, pas de document spécifique à remettre à l'issue de cette visite de pré-reprise. Bien entendu, comme nous le faisons à la Gémetra, lorsqu'une visite de pré-reprise est effectuée pour un salarié et que le salarié a donné son accord pour qu'il y ait communication de l'existence de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail remet en fait un bulletin de pré-reprise et dans lequel le médecin du travail va communiquer en fait des recommandations qu'il formule, notamment en vue de la reprise ou en vue effectivement possiblement d'une possible inaptitude qu'il pourrait envisager. Mais à ce stade-là, rien n'est encore obligatoire. Vous le savez, tout ce qui concerne des préconisations à l'issue de la visite de pré-reprise sont des mesures qui sont des mesures envisagées et qui n'ont pas valeur d'obligation, en tous les cas de mise en œuvre. Concernant la visite de reprise, alors là par contre nous sommes dans une visite obligatoire. Cette visite est obligatoire pour tous les travailleurs qui ont été absents, donc sans condition de durée, excusez-moi, après un congé maternité, ça n'a pas changé, et après une absence pour maladie professionnelle, sans condition de durée, je précise. Là encore, pas de nouveau dispositif, ça n'a pas changé.
La visite de pré-reprise, en revanche, la visite de reprise, excusez-moi, change un petit peu, en tous les cas, les modalités de sa réalisation à partir du moment où le salarié a été absent d'au moins 30 jours suite à un accident du travail. Et par contre, pour tout ce qui concerne la maladie ou l'accident non professionnel, ce qui était aujourd'hui une absence de 30 jours et qui rendait obligatoire la visite de reprise, aujourd'hui le délai est considérablement allongé puisqu'il est doublé, à savoir la visite de reprise sera obligatoire à partir du moment où le salarié était absent au moins 60 jours. Donc, nous voyons effectivement que probablement nous aurons une demande accrue des visites de pré-reprise et peut-être moins de visites de reprise, à savoir que la visite de pré-reprise prend toute sa place dans le cadre effectivement de ces mesures de prévention qui sont aujourd'hui fortement réaffirmées dans le cadre de cette réforme. L'initiative reste toujours à l'employeur. Vous le savez, l'employeur reste dans l'obligation, effectivement, de la demande de cette visite de reprise à partir du moment où il a connaissance de la fin de l'arrêt de travail de son salarié. Et nous avons l'obligation de réaliser cette visite, effectivement, dans les 8 jours de la reprise effective du travail du salarié. La jurisprudence a dégagé la possibilité pour le salarié de prendre l'initiative de la visite de reprise sous certaines conditions, mais je reste malgré tout sur la loi et sur ce qu'elle définit. L'initiative reste à l'employeur et je vous le rappelle, c'est une visite qui est quand même très importante puisque elle seule met un terme à la suspension du contrat de travail. J'attire votre attention sur le fait que ces nouvelles modalités et notamment ces nouveaux délais soumis à la réalisation de la visite de reprise s'appliquent aux arrêts de travail qui commencent à partir du 31 mars 2022. Donc, pour tous les arrêts de travail antérieurs à cette date du 31 mars 2022, les dispositions de la loi de 2017 continuent à s'appliquer. Le rendez-vous de liaison. Alors, le rendez-vous de liaison, c'est véritablement un nouveau dispositif très ancré dans le dispositif du maintien dans l'emploi, puisque c'est un rendez-vous, c'est une possibilité d'une rencontre entre son employeur et son salarié qui est en arrêt de travail de plus de 30 jours, pour maladie ou accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, et qui peut, nous dit le texte, associer le SPSTI. Alors c'est quand même une très grande nouveauté de cette réforme, puisque jusque-là, il était demandé aux employeurs de ne pas, il était fortement recommandé de ne pas prendre contact avec le salarié en arrêt de travail. Et là, clairement, cette possibilité qui s'ancre donc dans ce maintien dans l'emploi, c'est cette possibilité de rencontre. C'est-à-dire que le salarié et l'employeur, son salarié, vont pouvoir se rencontrer à partir du moment où, effectivement, il rentre dans un arrêt déjà un peu long, plus de 30 jours, et l'employeur va pouvoir, mais le salarié aussi, demander à rencontrer son salarié pour probablement engager une discussion sur la prévention de la désinsertion professionnelle, sur éventuellement des modalités de formation continue, sur une évaluation, un accompagnement et du conseil, possiblement sur aussi l'organisation d'une visite de pré-reprise qui pourrait déboucher sur des aménagements de poste. Donc, vous le voyez, un nouveau dispositif qui remonte encore plus en amont sur cette notion de reprise, cette notion de maintien dans l'emploi, cette notion d'éviter la désinsertion professionnelle et en tous les cas favoriser la discussion le plus possible de nature à arriver à quelque chose qui maintienne le salarié, une situation qui maintienne le salarié dans son emploi. Ce dispositif, nous dit le texte, s'applique aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022 et à l'issue, bien sûr, de ce rendez-vous de liaison, pas de document spécifique prévu, notamment lorsque le SPSTI est associé. Alors, à titre de précision, l'association du SPSTI, c'est l'association, pas forcément une association médicale, bien entendu,
Ça pourra être un médecin du travail qui pourra être associé dans ce rendez-vous de liaison, mais on pense aussi à tous nos collaborateurs et à tous nos spécialistes et tous nos préventeurs qui pourront apporter des éléments, notamment des éléments d'information, des éléments permettant notamment, effectivement, de prévoir toutes ces actions dont va pouvoir bénéficier le salarié dans le cadre de son maintien dans l'emploi. Voilà pour ce qui était des nouvelles visites, voilà pour ce qui était des nouvelles modalités de réalisation des visites existantes, voilà pour ce qui était aussi la nouveauté de ce nouveau dispositif du maintien dans l'emploi qui est le rendez-vous de liaison. Et il était important pour vous, effectivement, de parler donc de l'évaluation des risques, puisque cette loi du 2 août 2021 dresse quand même un nouveau cadre pour le document unique d'évaluation du risque professionnel. Le document unique du risque professionnel répertorie donc, vous le savez, l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Et aujourd'hui, il intègre aussi l'évaluation des risques liés à l'organisation du travail. Il assure la traçabilité collective de ces expositions. Et aujourd'hui, dans le nouveau texte, de nouveaux acteurs vont être aussi associés à l'évaluation de ces risques professionnels, notamment, je pense au CSE, donc le Conseil social économique, avec sa formation qui s'intéresse aux conditions de travail, qui est la CSSCT, éventuellement les salariés compétents qui auront pu être désignés dans les entreprises. Le SPSTI va pouvoir également être associé à la traçabilité ou à l'intégration, en tous les cas à l'évaluation de ce risque professionnel, c'est-à-dire que nos préventeurs vont pouvoir être associés et vous aider, vous accompagner, notamment au titre des conseils, notamment dans l'évaluation du risque professionnel. Et on nous dit aussi que des intervenants enregistrés auprès de la DRETS et des caisses de sécurité sociale ou de l'ANACT pourront aussi vous accompagner dans le cadre de l'évaluation de ce risque professionnel. Les nouvelles modalités du document unique, c'est un alignement donc, de la mise à jour du document unique et du programme de prévention. Alors, le texte scinde les entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de 50 salariés, bien entendu, les modalités concernant le document unique sont un peu plus contraignantes, puisque doit être associé à ce document unique l'élaboration d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme annuel devra fixer la liste des mesures, identifier les mesures mobilisables en interne au sein de l'entreprise, mais également comprendre un calendrier avec bien sûr une consultation obligatoire du Conseil social économique. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, une définition d'action de prévention des risques qui devra être, elle, consignée dans le document unique des risques professionnels, présenté au CSE. Et dans les entreprises de moins de 11 salariés, une dispense de mise à jour du document unique chaque année, sauf bien sûr si une décision d'aménagement important et si une information sur l'évaluation du risque professionnel est portée à la connaissance de l'employeur. Concernant la conservation du document unique, la grande nouveauté de la loi du 12 août 2021, c'est cette conservation et notamment les versions du document unique qui doivent être conservées au moins durant 40 ans. Alors, à ce jour, le texte nous dit que la conservation doit être faite en format papier ou dématérialisée dans l'attente de l'entrée en vigueur d'une obligation de dépôt sur un portail numérique. Ce portail numérique devra être déployé, nous dit le texte, par les organisations patronales d'employeurs. Donc, ils vont mettre en place effectivement ce fameux portail numérique puisque le document unique reste une obligation à la charge des employeurs. Ce document unique devra être déposé sur ce fameux portail numérique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 150 salariés
et au 1er juillet 2024 pour les autres entreprises. Donc, la mise à disposition également, au-delà de la conservation, la mise à disposition du document unique est élargie aux anciens travailleurs. Pour rappel, les anciennes versions étaient à disposition des salariés de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes sur une mise à disposition élargie aux anciens travailleurs, notamment pour les versions en vigueur pendant leur période d'activité dans l'entreprise et bien entendu sur les seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Et la mise à disposition également est élargie au SPSTI et non plus aux seuls médecins du travail et professionnels de santé. Ça veut dire que les préventeurs auront aussi accès aux versions successives du document unique d'évaluation des risques professionnels. La loi du 2 août 2021 est entrée en vigueur, comme je vous l'ai rappelé, au 31 mars donc 2022. Nous sommes encore dans l'attente de nombreux décrets à venir permettant la pleine application, laquelle pleine application entrera véritablement en vigueur en 2024, puisque nous attendons des décrets encore jusqu'en 2024. Et à titre d'exemple, je voulais vous dire que nous attendons également les décrets venant préciser la définition de l'offre socle, notamment l'offre spécifique aussi à proposer aux travailleurs indépendants, puisque les travailleurs indépendants qui jusque-là n'avaient pas accès à notre service de prévention et de santé au travail auront aujourd'hui la possibilité, dans le cadre d'une offre spécifique, d'être suivis par nos services de santé au travail, mais également sur la mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs, pour lesquels nous attendons aussi des dispositions spécifiques. Cette liste n'est pas bien sûr exhaustive. Nous attendons une quarantaine de décrets jusqu'en 2024. C'était les principaux décrets que je souhaitais mettre en évidence là. Voilà, pour ce qui était en tous les cas, pour ce qui était des dispositions qui aujourd'hui modifient considérablement en fait notre activité. Je vous remercie en fait de l'attention que vous aurez portée à ce webinaire. Nous restons, Fabrice Latavo et moi, mobilisés par rapport aux questions et nous allons essayer d'apporter réponse aux questions que vous aurez pu poser ou que vous seriez posées au cours de cette présentation. Merci en tout cas. Merci Janie. Donc quelques questions qui ont pu se poser et que nous ont posé nos adhérents. Alors concernant la visite de fin d'exposition, est-ce que cette visite est obligatoire? Cette visite est obligatoire à partir du moment où le salarié satisfait aux conditions, effectivement, notamment ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé, donc une exposition à des risques particuliers au sens de la loi. Cette visite est effectivement obligatoire. Alors, on nous pose beaucoup de questions justement sur les expositions qui sont concernées par cette visite de fin d'exposition. Quelles sont celles qui en relèvent? En particulier, on nous pose une question sur le travail de nuit. Est-il concerné par cette visite? Alors, a priori, le travail de nuit, dans le texte nous dit que ce sont les travailleurs donc bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé, ayant été exposés à un ou plusieurs risques de la liste réglementaire de l'article R4624-23 du suivi individuel renforcé. À mon sens, effectivement, donc la liste réglementaire ne concerne que les salariés qui ont été exposés donc à l'amiante, comme je vous disais, au rayonnement ionisant, au plomb, aux risques hyperbares, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, et ne sont pas concernés, a priori, effectivement, les travailleurs de nuit qui, eux, par contre, bénéficient d'un dispositif particulier qui est le dispositif de prévention de la pénibilité et qui doivent être déclarés à ce titre, notamment au regard des dispositifs de 2015 et de 2017. Toujours concernant cette même visite de fin d'exposition, y a-t-il une durée d'exposition minimale?
Ce n'est pas précisé dans le texte. Ce n'est pas précisé dans le texte. Je pense, nous avons assez peu de précisions concernant notamment les durées d'exposition. Le travail qui sera effectué notamment par les professionnels de santé, et je pense particulièrement aux médecins du travail, c'est de vérifier l'éligibilité de salariés à cette visite. Donc, dans le cadre de cette visite, l'obligation qui est faite à l'employeur, c'est de demander la visite à partir du moment où le salarié rentre dans les dispositions qui sont fixées par le législateur, comme je vous l'ai dit, le fait que le salarié bénéficie d'un suivi individuel renforcé ou qu'il ait bénéficié d'un suivi individuel, d'une surveillance médicale renforcée avant 2017. Suite à cela, la demande est effectuée par l'employeur et c'est le service de prévention et de santé au travail qui va vérifier l'éligibilité au regard effectivement du dossier qui sera porté à sa connaissance, que ce sont des éléments qui seront donnés par les employeurs, par les anciens employeurs, par le salarié lui-même, qui arrivera avec un dossier étayé. Et c'est au regard d'un questionnaire qui sera mis en place, qui va être très rapidement mis en place et mis à disposition, notamment dans le cadre de ces demandes de visite, que le professionnel de santé, le médecin du travail, va vérifier l'éligibilité de cette visite. En tous les cas, cette visite pourra aussi avoir lieu, l'état des lieux sera dressé et si effectivement, au regard des éléments fournis par le travailleur, fournis par le dossier qui sera donné en fait et mis et porté à la connaissance du médecin du travail, si le médecin du travail estime nécessaire de mettre en place un suivi post-professionnel, il établira non seulement l'état des lieux, mais il mettra en place donc ce fameux suivi post-professionnel dont pourra bénéficier le salarié. Donc à ce stade, il y a un travail qui est effectué par nos équipes médicales, nos professionnels de santé, pour mettre en place les conditions qui paraissent nécessaires pour justement rendre le salarié éligible à cette visite. Donc, mes conseils vont vers une demande en fait de la visite et ensuite nous les médecins du travail en fait vérifient donc l'éligibilité et le salarié en tous les cas vient à la visite à partir du moment où il est recevable au regard en fait des éléments qui sont portés à la connaissance du professionnel de santé au moment de la demande de la visite. Deux petites questions sur les dates pour ces visites. Alors, un cas particulier d'un salarié qui serait parti à la retraite le 31/03. Est-ce que la visite est à faire ou pas? Alors, on peut, à partir, j'aurais tendance à dire oui, et j'aurais tendance encore plus à dire oui que le législateur a même prévu que cette visite peut être demandée par le travailleur et notamment 6 mois après la cessation de son exposition ou son départ de l'entreprise ou son départ à la retraite. Donc ça veut dire qu'il a cette possibilité encore 6 mois après de pouvoir effectivement réclamer ou en tout cas bénéficier de cette visite-là. Donc un salarié qui satisferait aux conditions pour bénéficier de cette visite et qui partirait, qui serait parti à partir du 31 mars, je vous le rappelle, hein, la loi est applicable à partir du 31 mars 2022, donc pour moi, il rentre tout à fait dans les conditions, effectivement, pour pouvoir bénéficier, en tous les cas, pour pouvoir demander la visite, et ensuite, cette visite sera réalisée ou non au regard, je me répète, des éléments qui seront fournis et portés à notre connaissance. Et donc, concernant les dates, toujours, la question de savoir si cette visite doit être réalisée à la sortie de l'entreprise ou réellement à la fin de l'exposition, sur un changement de poste ou Les deux. Les deux, donc, je vous le rappelle, cette visite est venue se substituer à la visite de fin de carrière. Cette visite de fin de carrière était une visite, en fait, qui était une visite donc de départ à la retraite et qu'on estime qu'aujourd'hui, on a englobé, on est allé un petit peu plus large, puisqu'effectivement, on parle non seulement de départ, le texte parle de départ et de fin d'exposition. Donc, la fin d'exposition, c'est un salarié qui achève une exposition, mais qui reste dans l'entreprise à un autre poste. C'est un salarié qui part de l'entreprise parce qu'il quitte l'entreprise pour aller dans une autre entreprise. C'est un salarié qui part aussi à la retraite. Donc, en fait, on est sur quelque chose vraiment très, très, très large, sachant que l'on retient effectivement surtout une fin d'exposition. Que cette fin d'exposition est pour objectif un départ à la retraite, un départ dans une autre entreprise, ou effectivement une fin d'exposition pour rester dans l'entreprise, mais sortir effectivement de l'exposition professionnelle.
Alors, juste une petite dernière question sur la fin d'exposition. Les salariés handicapés sont-ils concernés par cette mesure? Les salariés handicapés, dans le cadre de la loi de 2017, ne bénéficient pas du suivi individuel renforcé. Donc, sont visés uniquement, on parle vraiment d'exposition aux risques particuliers. On ne prend pas en considération la condition du salarié. Il s'agit véritablement de l'exposition aux risques particuliers. Bien entendu, par défaut, si le travailleur si le travailleur a une reconnaissance de travailleur handicapé et est exposé à des risques particuliers, oui, mais ce sera au regard de l'exposition et non pas à la condition, effectivement, à sa condition de RQTH. Donc, on va passer maintenant sur la visite de mi-carrière qui soulève quelques questions aussi. Cette visite est-elle rétroactive? Dois-je la faire pour mes salariés qui ont aujourd'hui plus de 45 ans? A priori, non. Parce que vous avez nombre de salariés qui ont dépassé les 45 ans. Cette visite s'applique, je vous rappelle, nous sommes sur une entrée en vigueur, effectivement, de la loi au 31 mars. Donc, la loi n'étant pas rétroactive, nous allons effectivement partir de l'idée qu'elle s'applique à partir du moment où on va penser en fait aux salariés qui ont 45 ans, qui s'approchent des 45 ans. 45 ans étant la date qui a été fixée, ou en tous les cas, l'échéance qui est fixée par le législateur comme étant une échéance de mi-carrière, sachant, je vous rappelle, que c'est par défaut 45 ans et que nous attendons effectivement que les branches professionnelles se déterminent quant à ce qu'elles entendent définir comme étant effectivement la mi-carrière. Donc, pour l'instant, on applique effectivement ces dispositions pour tous les salariés à partir effectivement du 31 mars 2022, pour tous les salariés qui ont effectivement 45 ans, sachant que possibilité d'anticiper, donc 2 ans en amont. Et donc, le médecin du travail qui recevra un de vos salariés dans sa 43e année pourra lui faire bénéficier de cette visite de mi-carrière. Je vous dis, et je vous le rappelle, c'est une échéance fixée par le législateur. Nous attendons des précisions concernant les branches professionnelles. Cette visite de mi-carrière est-elle obligatoire et quels seraient les risques encourus par un employeur si cette visite n'était pas réalisée? C'est une visite qui est très ancrée dans le dispositif en fait du maintien dans l'emploi, dans ce dispositif de plus de prévention. C'est une visite qui vise véritablement à préserver le salarié, à le sensibiliser aux enjeux du vieillissement, comme je vous l'ai dit, à éviter sa désinsertion professionnelle. C'est une visite qui est véritablement une visite de conseil. C'est pas une visite obligatoire qui engage, je dirais, légalement l'employeur. C'est véritablement une visite dans laquelle on va échanger de nature à pouvoir préserver le salarié et à faire un bilan à une date qui a été fixée à sa mi-carrière, de nature à très bien à toute une autre visite également, et peut-être avec son employeur, de comment il envisage finalement sa deuxième partie de vie professionnelle. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui dans quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation, en tous les cas dans la demande. Nous sommes dans quelque chose qui est aujourd'hui, qui sera réalisé quasiment dans du systématique à partir du moment où le salarié viendra en visite périodique, mais pas seulement, comme je vous l'ai dit, hein, un salarié qui viendra en visite de reprise alors qu'il est dans sa 44e année, le médecin du travail pourra éventuellement, effectivement, enfin, lui parler et évoquer avec lui, dans le cadre de son conseil, dans le cadre d'un conseil d'accompagnement en prévention, de lui évoquer avec lui et de dresser un peu un état des lieux de sa carrière passée et de ce qu'il envisage pour les années à venir et comment il envisage finalement cette deuxième partie de carrière. Donc, pas d'engagement, je dirais, de l'employeur. L'engagement de l'employeur se trouve plutôt au niveau de la prévention, des mesures qu'il mettra en place à partir du moment où une concertation, des échanges pourront avoir lieu entre le salarié, l'employeur et le médecin du travail. Comme je vous le disais dans la présentation, nous sommes véritablement, comme en 2017, dans une véritable réaffirmation d'une collaboration très importante entre les professionnels de santé,
le salarié et son employeur de nature à éviter la désinsertion professionnelle et à maintenir dans l'emploi. Donc, cette visite de mi-carrière s'inscrit complètement dans ces dispositifs-là. Cette visite doit-elle être à l'initiative, enfin, la demande de visite doit-elle être à l'initiative de l'employeur ou est-ce que le service de prévention va a priori, le service de prévention très impliqué, comme je le disais, dans la mesure où en plus il est permis au service de prévention et aux médecins du travail de l'anticiper et notamment de la réaliser à partir du moment où il rencontrerait un salarié dans sa 40, à partir de l'échéance dite 2 ans avant l'échéance définie soit par la branche, soit par le législateur. Donc le médecin du travail pourra tout à fait effectivement la réaliser et l'acter de nature à ce que l'employeur soit informé effectivement que cette visite de mi-carrière a été réalisée. Il est bien évident que si cette visite de mi-carrière est réalisée avec réalisée et qu'elle débouche sur des aménagements de poste, il est bien évident que de toute façon, l'employeur sera forcément informé qu'elle a été réalisée, mais ça sera très important aussi que quand bien même elle n'ait pas débouché sur des aménagements de poste, que vous soyez informé qu'elle a été réalisée par le médecin du travail. Mais elle sera de toute façon anticipée et faite à l'initiative par le service de prévention et de santé au travail. Merci Jenny. Concernant les visites de reprise, alors la date justement pose question. Qu'en est-il d'une prolongation d'un arrêt, donc un arrêt qui serait survenu avant le 31 mars, mais avec un arrêt postérieur au 31 mars? Alors attention, une prolongation d'arrêt, on repart sur la date de l'arrêt initial. Donc, la prolongation d'arrêt ne fait que prolonger un arrêt initial. Si cet arrêt initial a été prescrit le 1er mars, nous sommes encore dans l'application, effectivement, des dispositions antérieures au 31 mars, puisque le texte nous dit que ces nouvelles dispositions, notamment concernant le doublement, en fait, de la durée de l'absence pour pouvoir bénéficier de la visite de reprise, ne s'appliquent qu'aux arrêts commençant après le 31 mars. Donc, une prolongation d'un arrêt prescrit avant le 31 mars reste un arrêt prescrit avant le 31 mars et donc nous sommes dans les dispositions de 2017, à savoir 30 jours pour pouvoir bénéficier de la visite de reprise. Merci. Quelqu'un nous demande une précision concernant un arrêt suite à un AT, un arrêt de moins de 30 jours. Un arrêt de moins de 30 jours pour un accident du travail n'est pas une condition pour une obligation de réalisation de visite de reprise. Là-dessus, sur l'AT, la durée de l'absence, en fait, pour un accident du travail, ça n'a pas changé. Hein. Nous étions sur les mêmes dispositifs, nous étions sur 30 jours d'arrêt et nous sommes toujours sur 30 jours d'arrêt pour 30 jours calendaires, hein, je précise, pour un accident du travail. Alors, deux petites questions concernant l'articulation entre justement pré-reprise et reprise. Un petit événement, un salarié peut donc avoir une visite de pré-reprise, mais pas de visite de reprise. C'est ce qui risque de se produire probablement de manière plus fréquente que jusque-là, puisque aujourd'hui la visite de pré-reprise, qui était une visite, alors je vous le précise quand même, la visite de pré-reprise n'est pas une visite obligatoire, mais c'était une visite qui était possible à partir du moment où le salarié était en arrêt de plus de 3 mois, dans le cadre aussi d'une prévention de la désinsertion professionnelle. Aujourd'hui, un délai qui s'est fortement réduit. La visite de pré-reprise est possible à partir du moment où le salarié est en arrêt de plus de 30 jours, là où la visite de reprise devient obligatoire à partir de 60 jours d'arrêt dans le cas des maladies non professionnelles. Donc, il y a effectivement fort à prévoir que nous allons effectivement être beaucoup plus sollicités sur la visite de pré-reprise et un salarié, pour répondre précisément à la question, un salarié qui pourra bénéficier d'une visite de pré-reprise n'aura pas nécessairement effectivement une visite de reprise. Et je donne pour exemple un salarié qui est en arrêt, par exemple 45 jours, pourra bénéficier d'une visite de pré-reprise et n'aura pas effectivement une visite de reprise, en tous les cas obligatoire. Une dernière question, la visite de pré-reprise après arrêt de 30 jours concerne-t-elle tous les types d'arrêts? Arrêt maladie, accident professionnel, accident… Alors, excuse-moi, mais je n'ai pas complètement… Donc, la visite de pré-reprise pour un arrêt de 30 jours concerne-t-elle tous les types d'arrêts?
Oui, le texte ne précise pas, contrairement à la visite de reprise qui, elle, scinde en fait des conditions de durée au regard de la nature de l'arrêt, la visite de pré-reprise concerne tous les arrêts. Quel qu'il soit, que ce soit une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle, un accident du travail, tous les arrêts sont concernés par la visite de pré-reprise et c'est un dispositif qui devient central en fait pour nous, services de prévention et de santé au travail. La visite de pré-reprise reste vraiment, enfin, devient aujourd'hui un dispositif extrêmement important et au centre de nos missions de prévention. Merci. Deux petites questions concernant le rendez-vous de liaison. Comment fait-on pour contacter un salarié pour le rendez-vous de liaison puisqu'il est en arrêt? C'est un dispositif très novateur de cette loi de 2021. Ce rendez-vous de liaison, comme je vous le disais, jusque-là, il était quasiment, j'ose pas dire interdit, mais en tous les cas, un salarié en arrêt n'avait pas à être contacté par son employeur. Aujourd'hui, ce rendez-vous de liaison est vraiment un dispositif très novateur. Donc, l'employeur a la possibilité de contacter le salarié, mais le salarié a aussi la possibilité de contacter son employeur. C'est-à-dire qu'il peut venir vers son employeur aussi pour réclamer en fait cette rencontre ayant pour objectif effectivement de pouvoir mettre en place non seulement une visite de pré-reprise, mais aussi de discuter en fait d'un retour et d'un maintien du salarié en emploi. Alors, ça ne répond pas à la question, à savoir comment effectivement contacter mon salarié. Tout dépend, je dirais, de la nature effectivement de vos relations avec votre salarié. Tout dépend aussi de ce que vous savez de son arrêt. Vous n'êtes pas censé savoir grand-chose, notamment médicalement. Hein. Je maintiens qu'effectivement, le secret médical reste sacré. Et qu'à ce titre-là, vous n'avez pas à connaître les raisons en fait de l'absence de votre salarié. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui est prévu, notamment parce que l'on estime qu'un salarié qui s'éloigne longuement, effectivement, de son poste de travail, qui finalement perd un peu le contact avec son employeur, a de plus en plus de mal à retourner au travail. Encore une fois, j'ai conscience que je ne réponds pas à votre question, puisque la question était comment je fais pour contacter mon salarié qui est en arrêt de travail. Il est bien évident que je pense que aujourd'hui, les moyens de communication permettent parfois aussi un peu de confidentialité ou un peu de discrétion. L'envoi d'un email me paraît être certainement, vous avez tous aujourd'hui des contacts email, des boîtes mail de vos salariés. Un contact email permet peut-être effectivement de prendre ce contact-là sans être trop intrusif. Le salarié prendra connaissance ou pas de votre email, le lira, ne le lira pas, et s'il a envie d'y répondre, il pourra y répondre aussi par ce biais. C'est probablement le moyen qui permet d'être le moins intrusif possible auprès de votre salarié, et c'est effectivement celui qui permettra au salarié d'y répondre ou de ne pas y répondre s'il ne veut pas y donner suite. Voilà, c'est un conseil tout à fait presque personnel, mais parce que de toute façon, le législateur ne règle pas tout et n'a pas prévu, n'a pas demandé effectivement à ce que ce rendez-vous de liaison, à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié, soit fait d'une certaine façon. Donc ces modalités, c'est au regard de ce que vous savez, des relations que vous avez avec ce salarié en arrêt, de prendre effectivement finalement le contact le plus approprié, sachant que je vous dis que pour moi, une prise de contact par mail me paraît être certainement la plus appropriée. Une question en fait, alors qui est sur deux types de visites, sur le rendez-vous de liaison et sur la pré-reprise, sur le côté obligatoire, on dit que ce n'était pas obligatoire, ou doivent-elles seulement être proposées aux salariés? Alors, si on parle de la visite de pré-reprise, oui, c'est une visite qui, de toute façon, l'employeur a une obligation, mais il l'avait déjà depuis 2012, depuis 2017, de dire que
d'informer le salarié que cette visite de pré-reprise existe, d'en faire la promotion quelque part, puisqu'elle est à l'initiative, je vous rappelle, la visite de pré-reprise n'est pas une initiative employeur, la visite de pré-reprise est une initiative médecin traitant, médecin conseil de la sécurité sociale, le travailleur lui-même. Pour pouvoir bénéficier de cette visite de pré-reprise, il faut que le travailleur sache que cette visite existe et qu'il peut en bénéficier. Donc, par contre, l'obligation qui est mise à la charge de l'employeur dans le cadre de cette visite de pré-reprise, c'est d'informer son salarié qu'il peut en bénéficier. Si on reparle du rendez-vous de liaison, on peut se dire qu'effectivement, au cours de ce rendez-vous de liaison, l'employeur pourra échanger dans le cadre de cette rencontre avec son salarié et notamment lui dire qu'il pourra bénéficier d'une visite de pré-reprise. Ça sera tout à fait l'occasion de lui rappeler cette possibilité. Dernière question, du moins pour l'instant. Est-ce que l'employeur est toujours averti par son service de santé au travail lorsqu'il y a une visite de pré-reprise? Non. Là, on reste sur les mêmes conditions que celles qui étaient inscrites donc avant 2021-2022. Nous sommes sur les dispositifs donc de 2017. La visite de pré-reprise reste une visite en fait qui n'est pas dont l'employeur peut ne pas avoir connaissance, puisqu'effectivement il faut que le salarié donne son accord pour que le médecin du travail prenne attache avec l'employeur pour effectivement dialoguer et envisager des mesures. Ça va être possible à partir du moment où non, l'employeur n'est pas toujours informé de la visite de pré-reprise. Ce n'est qu'avec l'accord du salarié que l'employeur sera informé de la réalisation de cette visite. Merci Janie. Bien écoutez, je crois que nous n'avons plus de questions et que nous allons pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. La Gémetra est soucieuse de vous informer au fil de l'eau en fait, de ces nouvelles dispositions et de tout ce qui est mis en œuvre dans l'application de ces nouvelles modalités de notre activité de réalisation de nos missions. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Si le format vous a convenu, nous réitérerons en fait ce genre d'expérience. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et la Gémetra continue à être mobilisée pour vous accompagner au mieux que possible et au plus près effectivement de la santé de vos salariés. À très bientôt. Merci. Merci. Dans la loi du 2 août, on a